Voici venu le temps de Territoire Sénat, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique, avec les rubriques habituelles, l'œil 2, l'interview politique et l'agenda. Et Saveria, les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous. Un débat et un vote express. Le Parlement examine aujourd'hui et demain le projet de loi contenant les mesures du gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Un examen en urgence qui laisse peu de place au débat. La droite sénatoriale devrait voter le texte. Les socialistes, eux, vont s'abstenir. Mettre fin à l'hystérie politico-médiatique sur les fichiers S, c'est l'objectif d'un rapport présenté au Sénat. Le texte se penche sur les moyens à mettre en œuvre pour qu'elle soit plus efficace. Il préconise notamment le maintien du secret de ce fichier de renseignement. Faut-il imposer un bonus-malus aux entreprises qui abusent des contrats courts ? C'est l'un des thèmes controversés de la négociation en cours entre syndicats et patronat sur l'assurance chômage. L'OFCE publie un rapport sur ces contrats courts, un rapport qui lance plusieurs idées pour moins recourir à ces emplois précaires. Un débat et un vote express. Le Parlement examine aujourd'hui et demain le projet de loi contenant les mesures du gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Un examen en urgence qui laisse peu de place au débat. La droite sénatoriale devrait voter le texte. Les socialistes, eux, ont choisi de s'abstenir. Les explications de Samia Devchir. Pas de surprise, toutes les mesures étaient déjà connues. Le projet de loi présenté hier matin en Conseil des ministres tient en 4 articles. Un pour chaque promesse présidentielle faite aux Gilets jaunes. La plus emblématique, l'augmentation du SMIC de 100 € par mois. Elle passe en réalité par une revalorisation de la prime d'activité pour les salariés les plus modestes dès le 5 février prochain. On a beaucoup dit qu'il y avait des mères célibataires qui étaient présentes sur les ronds-points, qui avaient enfilé un gilet jaune. Une mère célibataire avec un enfant percevra la prime complète de 100 € jusqu'à 2000 € de salaire. Le gouvernement reviendra également en 2019 sur l'augmentation de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 €, une mesure à 1,5 milliard d'euros. Autre coup de pouce sur le pouvoir d'achat des salariés et fonctionnaires, les heures supplémentaires. Elles seront exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu à partir du 1er janvier prochain. Par exemple, un salarié rémunéré 1 500 € net et réalisant un nombre d'heures supplémentaires égal à la moyenne observée dans le pays obtiendra un gain de pouvoir d'achat annuel d'environ 500 €. Enfin, seront aussi exonérés de charges sociales et d'impôts sur le revenu les primes exceptionnelles, jusqu'à 1 000 €, que les entreprises sont invitées à verser d'ici le 31 mars 2019 à leurs salariés rémunérés jusqu'à 3 600 € par mois. Alors toute la question, c'est le financement de ces mesures, de ces 10 milliards d'euros. La ministre du Travail était auditionnée hier au Sénat pour Muriel Pénicaud. Les mesures d'économie pour compenser ces nouvelles dépenses, elles viendront au printemps lors de l'examen du budget rectificatif. Je vous propose de l'écouter. En revanche, il ne nous a pas semblé pertinent de faire toutes les mesures d'économie là, comme ça, en urgence, sans finalement le temps qu'il y a un vrai temps de débat parlementaire. Au Parlement, et heureusement, on passe des heures pour discuter de quelques centaines de millions d'euros, parfois dizaines de millions d'euros, et c'est justifié, c'est le rôle du Parlement. Et donc faire ces économies dans l'urgence sans avoir le temps d'un vrai débat ne nous semblait pas pertinent, et donc c'est plutôt dans le PLFR qu'il faudra le faire au printemps. Voilà, on passe maintenant à la rubrique L'œil 2 dans un instant. À tout de suite. Bonjour Benjamin Morel, Bonjour. Vous êtes bien docteur en sciences politiques. Tout à fait. Eh bien, on est ravis de vous avoir sur ce plateau ce matin. Je suis ravi d'être ici. Saveria. Bonjour Benjamin, on va parler Bonjour. bien sûr du projet de loi contenant les mesures du gouvernement que le Parlement examine aujourd'hui et demain. Un texte rédigé, un texte présenté en 3 jours. Est-ce que ça s'est déjà vu, un projet de loi en 3 jours ? Alors on a eu des projets de loi qui ont été présentés très rapidement. On pense notamment, quand on parle de ce type de texte, au projet de loi sur l'état d'urgence. Mais tout de même, la situation était différente. Il fallait faire passer un texte très rapidement, justement, pour mettre en place cet état d'urgence. Là, on est tout de même dans quelque chose d'assez inédit, parce qu'il ne faut pas oublier que un projet de loi, c'est quelque chose qui se mûrit. Ça implique pour le gouvernement de se concerter, pour les ministères de travailler. Ensuite, ça implique un examen par le Conseil d'État, une fois que c'est passé il y a une par le Conseil validation d'État. par le Conseil d'État. Exactement. Avant la présentation au Conseil des ministres. En tout cas, il y a un avis qui est soumis au Conseil d'État, qui est soumis par le Conseil d'État. Ensuite, vous avez une présentation au Conseil des ministres. Ensuite, vous avez normalement une navette et éventuellement une saisine. Donc tout ça ramassé en 3 jours, on est tout de même dans la performance. Benjamin, est-ce que cette urgence, cette rapidité, elle implique qu'il y ait des risques, notamment, j'allais dire, d'inconstitutionnalité de ces mesures ?
Au vu des dispositions concernées, il y a apparemment relativement peu de risques d'inconstitutionnalité. Toutefois, il y aurait pu avoir une saisine du Conseil constitutionnel. Il pourrait encore y avoir une saisine du Conseil constitutionnel, même si elle est plus probable. Une saisine qui, en fait, aurait été une saisine dilatoire. C'est-à-dire qu'au vu de l'urgence, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, le Parlement, et le Sénat en particulier, eh bien, ne tente pas de freiner cette urgence qui est celle du gouvernement. Là, pour le coup, c'est une attitude plutôt responsable du Parlement. Et alors, sur l'aspect politique, la droite sénatoriale et bien sûr la majorité En Marche appelle à un vote conforme. Est-ce que ça va être le cas, vous le pensez, à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Si vous voulez, on est encore dans cette question de est-ce qu'il faut étirer le temps ou au contraire, est-ce qu'il faut accepter de faire extrêmement rapidement parce qu'en fait, on n'a pas réellement le temps. Si jamais il n'y a pas de vote conforme du Sénat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une commission mixte paritaire et ça veut dire qu'on a éventuellement, si la commission mixte paritaire échoue, une dernière lecture et ensuite un dernier mot. Et même si elle réussit, ça veut dire qu'on a 2 lectures dans les 2 chambres. Donc, entre guillemets, selon la logique qui est celle de ce texte, on perd du temps. Donc un vote conforme pour la majorité sénatoriale. On perd du temps qu'on n'a pas parce qu'il y a notamment la trêve de Noël. Exactement. Et pour la majorité sénatoriale, voter conforme, ce qui n'est pas dans sa nature. Le Sénat aime bien amender parce que s'il n'amende pas, tout bêtement, il n'existe pas. Et donc, en votant conforme, il donne quitus au gouvernement de son texte et il accepte cette stratégie de sortie de crise. Justement, vous parlez d'amender ce texte. Comment vont faire les parlementaires pour l'amender ? On parle d'un collectif budgétaire pour amender, pour modifier ce texte. Alors, il y a toujours possibilité, en effet, d'avoir un collectif budgétaire en 2019. Après, pour l'instant, il n'y a pas de textes qui sont prévus. Donc, il va falloir tout de même faire attention pour les parlementaires. Là, il y a l'urgence de la sortie de crise. Cette urgence, elle s'entend, elle est légitime. Mais ensuite, si jamais ce texte a des défauts, eh bien, il va falloir trouver la bonne fenêtre d'opportunité pour pouvoir l'amender. Pour l'instant, cette fenêtre, elle reste théorique. Très bien. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Benjamin Morel, revenez vite sur ce plateau. Saveria, faut-il imposer un bonus-malus aux entreprises qui abuseraient des contrats courts ? La question est posée. C'est justement l'un des thèmes controversés de la négociation en cours entre syndicats et patronat sur l'assurance chômage. L'OFCE publie un rapport sur ces contrats courts, un rapport qui lance plusieurs idées pour moins recourir à ce type d'emploi précaire. Les explications de Quentin Calmet. Avec cette étude, le Sénat apporte sa contribution au débat. En pleine réflexion sur l'opportunité d'un bonus-malus des contrats courts voulus par l'exécutif, la Chambre haute a donc fait plancher les économistes de l'OFCE. Nous essayons d'être utiles au débat. Et c'est pour cette raison que cette étude a été demandée et que nous la présentons avec différentes solutions. Nous n'adhérons pas à l'une ou l'autre des solutions. Simplement, on apporte des éléments pour essayer que les partenaires sociaux s'en emparent. Et si le constat sur le recours massif au CDD est connu, avec cette étude, il est particulièrement frappant. Avec 6,6 millions de contrats à durée déterminée de moins de 1 mois au début des années 2000, on passe en France à 17,6 millions de CDD en 2018. Une explosion relevée par l'OFCE avec une autre statistique. En 1984, 94% des emplois salariés étaient des CDI, une part qui a baissé pour atteindre 85% en 2018. À l'inverse, le taux de CDD chez les salariés est passé de 5 à 11% dans la même période. Mais comment renverser la vapeur et limiter le recours à ces contrats qui plongent les salariés dans l'incertitude ? L'OFCE préconise d'instaurer une tarification spéciale pour ces contrats courts afin d'empêcher les abus. Moi, je crois que c'est une contribution qui est intéressante et c'est surtout un élément qui nous permettra d'éviter, quand le texte de loi va nous arriver, et peut-être qu'il abordera cet aspect des contrats courts du bonus-malus, nous n'en sommes pas certains encore aujourd'hui, d'avoir des éléments qui étayent la position du Sénat en la matière et la Commission sociale. Une taxation des contrats courts très mal perçue par le patronat. Le débat s'annonce donc vif dans les prochains mois. Voilà, place maintenant au deuxième invité politique de notre émission. Dans un instant, c'est le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Jean-Marie Bockel, ancien ministre, sénateur centriste du Haut-Rhin. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Jean-Marie Bockel, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Le texte présentant toutes les mesures du gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes est examiné aujourd'hui à l'Assemblée, demain au Sénat. La droite sénatoriale, la majorité sénatoriale appelle à voter ce projet de loi. Est-ce que vous allez le voter ? Le centre va le voter, naturellement. Nous ne sommes pas dans la politique du pire. Il y a un certain nombre d'engagements qui doivent être tenus rapidement. Il y va également de la paix civile et de la cohésion sociale. On votera, quelles que soient les critiques.
Toutes ces mesures, la hausse du SMIC, la fin de la hausse de la CSG pour les retraités, la défiscalisation des heures supplémentaires, ce sont les bonnes réponses pour calmer, pour apaiser, pour mettre fin à cette crise des Gilets jaunes? Bon, ce qui est fait dans l'urgence, c'est jamais bien, si vous voulez. Tout le monde sait que l'exécutif aurait dû réagir plus tôt par rapport à un certain nombre de messages qui remontaient du terrain. Encore faut-il être vraiment sur le terrain et à l'écoute. Là, il y a eu visiblement un raté. Pourquoi ils n'ont pas réagi plus tôt? Écoutez, il faut leur poser la question. Là, je pense, si vous voulez, et ça vaut pour ça comme pour la cacophonie de hier et avant-hier, je pense qu'il y a une forme d'enfermement au niveau de l'exécutif avec un certain nombre de conseillers très peu nombreux, avec un certain nombre d'objectifs qu'on peut comprendre au long cours de désendettement, de respect d'un certain nombre de règles, mais ouais, je pense que c'est ça. Il faut sortir du palais, quoi. La cacophonie, vous venez d'en parler, le rétropédalage de Matignon sur les mesures annulées puis finalement rétablies. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amateurisme? Oui, j'ai vu le titre de Libération. Je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est un peu facile. Je ne pense pas parce que, si vous voulez, depuis 1 an et demi, s'il y avait de l'amateurisme, alors qu'une politique de réforme a été lancée, que nous sommes nombreux au centre, à l'UDI, à l'Union centriste et ailleurs à soutenir, chaque fois que c'est bien, on soutient, eh bien, ce travail a été fait avec des points positifs, des points critiquables, mais le terme d'amateurisme ne nous est pas venu à l'esprit. Par contre, pendant cette crise que nous traversons, cette crise démocratique, cette crise sociale, là, il y a eu un gros dysfonctionnement. Il est en partie dû à une réaction tardive, et il est en partie dû, mais ça, on verra quand les langues se délieront. À mon avis, il y a une forme de hiatus entre l'Élysée, qui a aussi sa part d'enfermement, et Matignon, qui a du retard à l'allumage. Donc, ce hiatus, ça fait partie du problème. Est-ce qu'il y a un problème, Édouard Philippe, aujourd'hui? Je ne parlerai pas de la personne du Premier ministre, mais de désaccords manifestes entre Matignon et donc le Premier ministre et l'Élysée. Donc c'est ça le problème. Alors évidemment, comme celui qui est issu du suffrage universel, c'est le président de la République, c'est lui qui tranche. Donc c'est une question qui est sur la table, c'est sûr, à plus ou moins moyen terme. Jean-Marie Bockel, sur la réponse politique à cette crise des Gilets jaunes, un grand débat, une grande consultation nationale est en train d'être lancée. Est-ce que vous y croyez à ce débat? Je crois au débat. Comme maire, comme chef d'un grand exécutif, quand j'ai eu des grands projets compliqués, genre tramway et autres, j'ai eu des moments de débat, pas de référendum. Je suis pas très favorable au référendum. Je suis voisin de la Suisse. C'est très bien la Suisse, mais c'est une organisation institutionnelle complètement différente. Je vais pas passer 1 heure à vous l'expliquer, pourrais. Mais donc le débat, c'est bien, mais un débat dans la précipitation pour sortir d'une crise grave, pour faire revenir un certain nombre de personnes qui sont encore sur les ronds-points chez eux, c'est toujours très compliqué. Les maires, les élus locaux sont en première ligne dans ce débat, dans l'organisation de ce débat. C'est en tout cas ce qu'Emmanuel Macron lui-même appelle de ses voeux. Est-ce que vous saluez, vous êtes président de la délégation aux collectivités territoriales, vous saluez ce retour des élus locaux en première ligne? On ne peut pas être contre. En plus, ce sont les maires ruraux qui ont pris l'initiative d'ouvrir leur mairie pendant la crise, donc tout ça, c'est positif. J'observe qu'on redécouvre l'utilité des maires, des élus locaux, après les avoir longtemps, d'une certaine manière méprisés, si vous voulez. Donc tout ça se fait un peu dans la précipitation, sans que les maires aient eux-mêmes eu toutes les réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Bon, c'est très bien, mais encore une fois, on ne peut pas tout demander dans un grand débat national aux maires. Il y a une organisation du débat. L'instance qui est chargée d'organiser les grands débats publics, pas seulement celui-là, qui est présidé par Madame Jouanneau, elle a un certain nombre de règles, elle a une certaine lenteur, parce que les débats, ça se fait pas dans la précipitation. Donc faire caler un dispositif avec une demande urgente de l'exécutif et avec par ailleurs le rôle que peuvent jouer les maires sur le terrain, voilà, on va voir comment ils vont réussir cela. Moi, je ne dis pas non a priori, mais il faut que dans ce grand débat public, il n'y ait pas simplement un certain nombre de grandes gueules. Moi, je vois bien dans les débats qu'on organise sur le terrain, c'est toujours un peu les mêmes. Donc, pour faire venir les autres, c'est-à-dire
comment dirais-je, un public représentatif de la diversité de ce qu'est le pays, il faut un tout petit peu de temps. C'est pas le 15 janvier. C'était aussi une colère, une crise des territoires à laquelle que nous avons traversée. Oui, mais si vous voulez, la crise des territoires, elle existe depuis longtemps. Il y a une succession de textes désordonnés qui se superposent. Il y a aussi, si vous voulez, au niveau des territoires, un certain nombre de choix qui sont devant nous sur les différents niveaux de collectivité, de décision. Tout ne peut pas venir de l'exécutif. Il faut qu'à un moment donné, on se mette vraiment autour d'une table, que chacun balaye devant sa porte, qu'on avance. Ça s'appelait les conférences du territoire, qui sont aujourd'hui un peu entre parenthèses. Il faut reprendre cette affaire tranquillement, s'adosser sur le Sénat et son président Gérard Larcher, qui est un homme constructif, se respecter mutuellement. Et à ce moment-là, on pourra sortir de la crise des territoires. Mais pas là dans l'urgence en 15 jours, ça n'existe pas, ça. Jean-Marie Bockel, avant de poursuivre et de parler d'un tout autre sujet, la lutte contre le terrorisme, j'aimerais qu'on regarde ensemble un sujet sur les fichiers S, les fiches S. Mettre fin à l'hystérie politico-médiatique sur les fichiers S, c'est l'objectif d'un rapport présenté, dévoilé hier au Sénat, un texte qui se penche sur les moyens à mettre en œuvre pour qu'elle soit plus efficace. Les explications de Sandra Cerquera. C'est un système souvent décrié, celui des fichiers S. L'objectif principal du rapport du Sénat est d'abord de faire de la pédagogie, parce que chaque attentat relance la polémique. Dernier en date, celui de Strasbourg il y a une semaine, qui a soulevé une fois de plus des interrogations sur l'efficacité de ces fiches S. La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans le fichier S n'ont pas commis de crime ou de délit. Quand je vais sur le marché, on me dit, mais puisqu'il est fiché S, pourquoi vous ne l'avez pas enfermé? Pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors pour qu'il ne nuise pas? Mais en France, il n'existe pas de détention arbitraire. Pour être en prison, il faut bien qu'il y ait une décision d'un juge. Une façon de répondre aussi à tous ceux à droite qui continuent de réclamer l'internement ou l'expulsion des fichiers S. Le rapporteur François Pillet a tenu à rappeler que la fiche S est d'abord un motif d'alerte pour les forces de l'ordre, mais qu'elle ne constitue pas un indicateur de dangerosité, ni même un outil de suivi de radicalisation. Tous ceux qui laissent à penser que, peut-être par des solutions un peu hâtives, de port de bracelet, rétention administrative, détention provisoire, réglerait le problème, non seulement trompe un peu le peuple. Par ailleurs, le rapport met en garde contre l'élargissement des personnes habilitées à consulter les fiches S, qui seraient risquées sur le plan opérationnel. La fiche S fait partie des 21 catégories du fichier des personnes recherchées, qui concerne toute personne susceptible de troubler l'ordre public. On en compte plus de 25 000 en France. Jean-Marie Bockel, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le traitement de ces fiches S? Il faut sortir des postures idéologiques. Moi, j'ai deux principes. L'amélioration du traitement, il se fait mois après mois en s'adaptant à une situation qui évolue. Là-dessus, je dirais, je n'ai pas de critique particulière à formuler. La question, c'est à l'intérieur du fichier S, évidemment, faire la part entre les différents types de dangerosité, notamment en l'occurrence le risque terroriste. J'ai deux principes simples. Le premier, c'est qu'au niveau des pouvoirs locaux, des maires, on avait fait un rapport là-dessus au niveau de la délégation collectivité territoriale il y a 2 ans, sur les questions de radicalisation. On doit savoir ce qu'on a besoin de savoir. C'est un peu le climat. C'est censé être le cas. C'est maintenant, depuis peu, depuis que Castaner l'a dit, ça va être le cas. Mais longtemps, c'était pas le cas, c'était au cas par cas. Et moi, je me souviens de l'époque des contrats locaux de sécurité, quand j'étais maire. Au fond, vous savez quel est le principal résultat de ces contrats locaux? C'est que c'est instauré sur un certain nombre de territoires, entre les forces de l'État, police, justice et les forces locales, des élus, un climat de confiance. Il faut que ce soit pareil. On a besoin de savoir ce qu'il nous est nécessaire de savoir pour embaucher ou ne pas embaucher un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de présenter un risque, etc. Ça, c'est le premier principe. Et puis, le deuxième principe, par rapport, là aussi, c'est un débat récurrent sur les mesures à prendre pour éviter que certaines personnes... Alors justement, quand Laurent Wauquiez dit il faut détenir préventivement, arbitrairement, les fichiers, c'est plus dangereux. Est-ce que ça, vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je réponds à Laurent Wauquiez. C'est pas une affaire de polémique, d'accusation, de laxisme ou autre. C'est une situation au cas par cas.
On a aujourd'hui la possibilité au cas par cas, et on peut améliorer cela. Quand chez une personne apparaît une vraie dangerosité, on a la possibilité d'intervenir préventivement. Et l'expulsion de ceux qui ont une double nationalité. Sur la question de l'expulsion, pour moi, ça rentre aussi dans le cas par cas, parce que l'expulsion générale suppose un accord avec le pays d'où viennent ces personnes, dont elles ont la nationalité. Vous voyez le truc, quoi. Donc, une chose est de le dire, une chose est de le faire. Donc, je pense que la position pragmatique, c'est celle-là. On n'évitera jamais tout risque, mais on peut améliorer le risque de passage à l'acte avec ces deux principes simples. Très bien, pour merci. Terminer, vous êtes secrétaire d'État, vous avez été secrétaire d'État à la Défense. Donald Trump, vous le savez, retire les troupes d'élite américaines de Syrie. Il l'a fait sans prévenir ses alliés. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences que ça pourrait avoir, notamment sur la lutte contre Daesh? Je suis d'autant plus préoccupé que nous avons également un certain nombre de forces dites spéciales, etc., sur le terrain. Il convient au minimum que sur le terrain, entre chefs militaires, les choses se passent en bonne intelligence. Mais malheureusement, le président Trump est à la fois le président d'un pays allié, d'ailleurs le président Macron essaie d'en tenir compte, et en même temps quelqu'un d'imprévisible et qui n'est pas tellement dans les partenariats. Donc c'est forcément compliqué, quoi. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la Défense, sénateur centriste du Haut-Rhin. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Merci. Monsieur le ministre, avant ce qui se passe au Sénat, on va regarder la revue de presse aujourd'hui. À la une du Courrier de l'Ouest, le SMIC, la CSG, les primes, ce qui nous attend, un débat et un vote express. Le Parlement examine le projet de loi qui contient les mesures du gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Ces mesures seront-elles suffisantes pour calmer la crise et la mobilisation des Gilets jaunes? 70% des Français soutiennent toujours le mouvement. Et puis à noter que selon un autre sondage Opinionway pour Europe 1, 65% des chefs d'entreprise soutiennent les Gilets jaunes dans leur mobilisation. Et avec l'hiver, elle arrive, c'est la grippe. Pénurie de vaccins, c'est à la une de Nord-Éclair ce matin. Où trouver des vaccins anti-grippe? Ils se font rares dans les pharmacies depuis début décembre, c'est même inédit. En cette mi-décembre, la quasi-totalité des stocks de vaccins a été écoulée, une pénurie qui intervient moins de 3 mois après le début de la grande campagne de vaccination. Et alors que l'épidémie de grippe n'a pas encore été déclarée, pourtant, un surplus de 10% des doses avait été commandé par rapport à l'année dernière. Le gouvernement n'a pas de solution. Des doses destinées à l'export devraient être rapatriées en janvier, mais le réapprovisionnement s'annonce compliqué. Attention donc. Et puis le bac 2021 à la une du Télégramme ce matin. Elle était très attendue, c'est la liste des spécialités proposées pour le bac 2021 dévoilée cette semaine. Les élèves vont maintenant devoir exprimer leurs vœux. Mais attention, tous les lycées n'offrent pas les mêmes possibilités. Sur les 12 enseignements de spécialité, seuls les 7 les plus courants vont être proposés partout dans tous les lycées de France. Résultat, reportez-vous au site internet de votre académie pour vous aider à trouver la liste complète de tous ces choix. Et puis une fin d'année mouvementée pour le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il est sous pression et c'est à la une de La Provence, notre partenaire d'ailleurs. C'est le premier conseil municipal après le drame de la rue d'Aubagne. L'hôtel de ville de Marseille sera ultra protégé. Ce matin, on s'attend à des manifestations d'habitants et de syndicats en reportant de 10 jours ce conseil municipal. Jean-Claude Gaudin espérait bénéficier d'un climat plus apaisé pour affronter le débat sur sa gestion, sur la question de l'habitat indigne, peine perdue, l'annonce de mesures d'urgence et la réception de collectifs citoyens qui pointent les responsabilités de sa municipalité dans le drame de la rue d'Aubagne, drame qui a fait 8 morts, je le rappelle, n'ont pas atténué la tension. Voilà, on termine avec Midi Libre et un rapport inquiétant et triste sur les palmiers. Il est déjà trop tard pour sauver tous les palmiers de la Côte d'Azur et du pourtour méditerranéen. L'Agence de sécurité sanitaire lance l'alerte. Elle recommande de protéger ceux qui méritent ou qui peuvent encore être sauvés contre l'insecte qui les ravage, le charançon rouge. Un insecte qui détruit le palmier de l'intérieur. Le rapport de l'ANSES conclut à la quasi-impossibilité d'éradiquer ce charançon dans les 6 départements du littoral et en Corse. Il a tellement proliféré depuis 10 ans que le combat serait perdu d'avance. Bien triste tout ça. On passe maintenant à l'agenda, c'est ce qui se passe au Sénat.
il s'en passe des choses aujourd'hui. Voilà, une seule grande information à retenir, c'est bien sûr demain à 16h, l'examen en séance dans l'hémicycle du projet de loi sur les mesures d'urgence du gouvernement, l'urgence économique et sociale. C'est le grand temps fort à suivre, que vous pourrez suivre bien sûr sur notre antenne dès 16h, l'examen du texte qui traduit ces mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Texte discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. On s'attend à un vote conforme de la Haute Assemblée. La droite sénatoriale prévoit de voter le texte, la gauche, les socialistes vont s'abstenir. Voilà, et évidemment à suivre sur l'antenne demain de Public Sénat. Demain sur notre 16h antenne. en direct sur Public Sénat, canal 13 de la TNT. Demain, c'est Pierre Moscovici, notre invité politique, le commissaire européen. Il sera sur ce plateau en direct à 8h. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France à l'approche du week-end. Et puis ensuite, le Zap Matin de Christophe Combario. On regarde qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez les confrères. Merci Saveria. Très bonne demain. journée. À demain. Bonne journée à tous et merci de votre fidélité. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. On a vu sur nos tablettes, via l'AFP, que le gouvernement annulait des mesures. Notamment l'extension du chèque énergie. Exact. Alors là, et moi... Panique à Matignon, où une marche arrière s'engage. 19h passées hier, quand l'entourage d'Édouard Philippe communique sur l'annulation de son annulation. Il ne s'agit pas de savoir qui est à l'origine de la mesure, des technocrates, des conseillers, des administrations, que sais-je, et peu importe. La vérité, c'est que vous avez des parlementaires qui ont hier considéré que politiquement, il était inenvisageable de revenir sur ces mesures. Je sais que des députés de la majorité ont eux aussi, à mon avis, joué du smartphone pour envoyer des messages, et il y a une rectification dans la soirée, en même temps que nous siégeons en séance. Enfin, vous imaginez un peu le cafouillage. Vous avez décroché votre téléphone, oui, on a été un certain vous avez appelé Matignon en disant arrêtez tout. Non, voilà, on a discuté de la même manière que parfois on propose des choses, le gouvernement ne suit pas. C'est pas l'affaire du siècle, c'est pas la cacophonie, c'est pas le grand désordre, c'est simplement un moment, une décision qui avait été prise sans doute par certains conseillers pour des questions budgétaires de court terme, etc., mais qui n'avait pas de sens politique très très fort. Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat. Une annulation, c'est donc moins plus moins, ça fait plus. Et donc, c'eût été une mauvaise décision. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne la prenons pas. On n'a pas très bien saisi. Alors, je peux vous faire la réponse du porte-parole de mauvaise foi. D'abord, moi, je suis littéraire. Et quand on est littéraire, deux négations dans la même phrase, c'est un truc positif. On n'est pas des robots, on est aussi que des humains. Parfois, la fatigue se fait gagner après 18 mois. Et je crois qu'il faut aussi savoir l'admettre. C'est une fin d'année difficile. Je suis pas très bon en mathématiques, que mon prof de maths, monsieur Brochot, au collège, doit avoir honte de moi. On a refusé d'annuler une décision qu'on avait prise au mois de novembre, qui était une bonne décision. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que à la fin des fins, ça fera plus pour les travailleurs modestes, plus pour les retraités. Ça fait longtemps que ça prend l'eau. Ils écopent pour faire mine de pas trop le montrer, mais ça a quand même un côté radeau de la Méduse, franchement. C'est même la une de Libé ce matin qui vous appelle les apprentis. Les Libération, moi j'adore leur une, mais ils sont pas très imaginatifs. C'est la fin de l'année. Ils sont fatigués parce qu'ils avaient fait la même une il y a quelques années. Certains ont cherché à l'évidence un agenda de chaos plutôt que de porter des revendications sociales. C'est pour ça qu'il faut de la fermeté contre les casseurs, contre ceux qui ont une idée derrière la tête et qui n'est pas acceptable. À la fin des fins, qu'est-ce qu'on retient? C'est que le chèque énergie, les bonnes nouvelles qui avaient été annoncées au mois de novembre par le Premier ministre, elles sont maintenues.